Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve comme tous les 2 jours durant le mois de juillet pour une capsule sur un roman, un recueil de poèmes, une nouvelle issue du continent africain. Le roman dont il sera question aujourd'hui a été pour moi l'une des découvertes les plus marquantes de cette sélection de littérature africaine. Il s'agit du roman From a Crooked Rib, écrit par Noureddine Farah et publié en 1970. Ça a été traduit en français par Né de la Côte d'Adam, donc ça a été traduit, mais j'ai préféré le lire en anglais parce que c'est dans cette langue-là qu'il a été écrit. Alors Noureddine Farah, c'est un auteur vraiment emblématique de la littérature africaine. C'est un auteur somalien d'expression anglaise qui est né en 1945. Alors il est né en fait dans ce qui était à l'époque l'Éthiopie, et puis, enfin, il est né dans ce qui est désormais plutôt, l'Éthiopie, et il a grandi et a été élevé ensuite dans ce qui est désormais la Somalie. Alors ce sont bien évidemment des changements géographiques et de frontières qui sont liés à la colonisation en fait et à l'indépendance de ces deux pays. Et vous le savez, ces vidéos en fait n'ont pas vocation à être biographiques, d'accord? On se concentre sur les œuvres et pas vraiment sur les auteurs ou les autrices, mais j'ai pensé qu'il était là quand même un petit peu intéressant de vous parler juste un tout petit peu de la vie de Noureddine Farah parce que ça aide aussi à comprendre son œuvre et à la contextualiser. Ce qui est intéressant dans la vie de Noureddine Farah, c'est qu'il a été marqué très tôt par une forme d'éclectisme. Il y a eu un éclectisme linguistique, culturel, géographique. Il a été au contact de plusieurs langues, de plusieurs cultures, de plusieurs religions au sein même de sa famille, on peut même aussi un peu dire de plusieurs milieux sociaux plus ou moins. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans ses romans, notamment dans celui-là, From a Crooked Rib, qui est son premier roman. Même si le roman se déroule quand même sur une zone spatio-temporelle qui est assez réduite. Et on a dans ce roman, qui est un roman assez court, hein, il fait 160 pages environ, donc c'est un roman quand même assez court mais extrêmement dense, vraiment très très dense. Dans ce roman, on a plusieurs personnages qui sont tous très différents, qui ont des religions différentes, des nationalités différentes, des parcours de vie différents, des milieux sociaux différents, bref. Personnages qui reflètent un petit peu cet éclectisme qu'a connu Noureddine Farah, et ce sont des personnages en fait qui se rencontrent, ou plutôt qui s'entrechoquent un petit peu dans des milieux qui semblent toujours clos, même au milieu d'une capitale, et même au milieu du désert, qui sont évidemment les lieux présents dans l'œuvre de Noureddine Farah, en tout cas dans ce roman-ci. Donc cette sensation en fait d'être dans un espace clos, même dans la ville de Mogadiscio par exemple, même dans le désert, c'est, il me semble, une façon aussi de retranscrire le manque de liberté d'Ebla, qui est la protagoniste de ce roman. Un roman qui pour moi est surtout marqué en fait par l'acuité vraiment et la justesse psychologique des personnages, surtout du coup de la protagoniste Ebla, qui est une jeune fille qui vit dans le désert et qui s'échappe un jour parce qu'elle a été promise à un mariage forcé bien évidemment par son grand-père, et elle s'échappe en quête de liberté en fait. Voilà. Elle quitte le désert pour se retrouver dans la ville, et ce sont là en fait que les ennuis commencent en quelque sorte, et ce roman, même s'il serait réducteur de ne le lire que sous un angle féministe, est sans aucun doute réellement la destinée, le trajet de vie d'une jeune fille, puis d'une femme en quelque sorte, mais en tout cas d'une très jeune femme, et ce avec une dureté, une sécheresse implacable, et en fait donc vraiment un ouvrage qui a une résonance féministe indéniable. Justement, je vous disais que ce qui m'a marqué dans ce roman, c'était l'acuité de la psychologie des personnages, notamment du personnage d'Ebla, qui est quand même celui que l'on suit le plus. Et juste pour vous montrer un petit peu ce que j'entends par là, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque Noureddine Farah a envoyé ce roman à une maison d'édition, le nom étant peut-être peu parlant pour des personnalités, enfin pour des personnes en tout cas occidentales, on lui a demandé si c'était une femme. Tellement le récit de ce parcours de vie d'une jeune fille de 19 ans qui reflète et fait écho en fait au parcours de vie de bien des femmes en Somalie était marquant et transpirait une forme vraiment de justesse et de réalisme, vraiment un réalisme très poignant. Donc c'est quand même assez fou voilà, de voir que cette impression que j'ai eue d'acuité, comme je vous dis, psychologique en lisant ce roman se retrouve en fait dans ces recherches que j'ai faites pour un petit peu en savoir plus sur la vie de l'auteur, et de voir qu'effectivement lorsqu'il a envoyé ce roman, le manuscrit à une maison d'édition, on pensait en tout cas au début que c'était une femme. Voilà. L'écriture est impeccable, vraiment c'est une écriture magnifique, en tout cas en anglais. Je ne sais pas comment ça a été traduit, mais l'écriture est vraiment très très juste. Elle va exactement là où il faut aller. Les descriptions des personnages sont très réussies, les dialogues sont extrêmement réussis également.
On a en 160 pages un roman d'une grande densité, comme je vous l'ai dit, et le personnage d'Ebla est un personnage qui évolue au fil de ces 160 pages et qui est présent vraiment dans toute sa complexité. C'est-à-dire qu'on a accès à ses faiblesses, on a accès à ses doutes, on a accès à ses rêves, on a accès aussi à son ironie très mordante et à son regard acéré sur les hommes, surtout lorsqu'elle quitte bien évidemment le désert, puis elle arrive chez son cousin en ville, et c'est vraiment à partir de ce moment-là, lorsqu'elle voit qu'elle est encore déçue, qu'elle décide de prendre en main son destin. Et c'est aussi ça qui est très remarquable dans ce récit, c'est que même si on nous montre effectivement les conséquences désastreuses d'une religion sur les femmes, d'une société machiste et très religieuse sur les femmes, des conséquences de la colonisation sur les populations et d'autant plus sur les populations les plus faibles, dans ce cas-là on va dire les femmes, malgré tout ça qui est inévitable, on tombe pas dans, encore une fois, une forme de misérabilisme. On a là un personnage qui a une réelle volonté de vivre et qui plusieurs fois, même dans le roman, mentionne son désir de vivre, son envie de liberté, son amour presque de la vie, et qui ne recule devant rien en fait, et qui à aucun moment vraiment ne baisse les bras. Et ça c'est particulièrement intéressant parce que le personnage d'Ebla est un personnage féminin extrêmement fort et extrêmement complexe, où cohabitent effectivement la souffrance, la faiblesse, les abus, les viols, le mariage forcé, beaucoup de choses absolument horribles, on est bien d'accord, et en même temps une force de vie, une pertinence de la réflexion, bien qu'elle vienne d'un milieu rural où elle n'a évidemment jamais eu droit à l'éducation. Et pour moi, c'est là aussi la marque d'une écriture absolument remarquable, je dois le dire, et ça a vraiment été l'une de mes meilleures lectures, je pense, de cette sélection de littérature africaine que j'ai fait pour vous durant ce mois de juillet. Et alors, l'un des points extrêmement positifs et réjouissants, c'est que Noureddin Farah a une œuvre immense. Il a écrit des essais, il a écrit des recueils de nouvelles, des romans, il s'est vraiment prêté à différentes formes d'écriture. Et si je devais ne recommander qu'un seul ouvrage peut-être de cette série de capsules pour vous, ce serait peut-être celui-ci, pour vraiment la force de l'écriture, j'ai envie de dire, la complexité des personnages, la pluralité et la délicatesse des thèmes qui sont vraiment entrelacés avec subtilité, la dénonciation sans équivoque et sans ambiguïté de la force, de la violence des plus forts dans tous ces états. Et puis pour l'immense œuvre en fait qu'il reste aussi à découvrir derrière de Noureddin Farah. Personnellement, j'ai déjà acheté d'autres de ses œuvres et je me dis qu'il est assez fou que je ne rencontre cet auteur que maintenant sur ma route, parce que c'est vraiment l'un des auteurs africains les plus acclamés, qui a une œuvre extrêmement riche, il a été très très prolifique comme je vous l'ai dit, et puis qui s'attaque à des thèmes très ambitieux. Et même dans ce roman, bien évidemment, en trame de fond, derrière, il y a des questions politiques, il y a la présence de l'Europe et de ses machinations pour mettre au pouvoir certains présidents ou certains dictateurs, il y a la question des vestiges de la colonisation, bref, il y a beaucoup de choses qui sont là derrière ce roman, sans pour autant faire de l'histoire d'Ebla un prétexte, et sans pour autant que ces thèmes semblent être expédiés. Pour moi, c'est vraiment un grand auteur, un auteur classique. D'ailleurs, il est ici publié aux éditions Penguin, donc c'est pas rien non plus. Et voilà, comme je vous l'ai dit, Salman Rushdie l'acclame, et au dos, il nous a dit que Salman Rushdie a dit à son sujet que c'était one of the finest contemporary African novelists. Voilà, donc un ouvrage que je ne peux que vous recommander. My idea has always been to focus on the individual, and not only on the individual, but the individual in a family unit, and specifically the Somali family unit. You would discover that there is stark absence of equality among the members of that small family unit. And if there is no equality in the family unit, there can be no equality in the national body and in the larger community as well. Larger community, by which I mean the entire world, which is a project that I started right at the age of about 22, 23. And my idea was to study how close Africa makes a progress towards that equal existence, democracy, can a woman, because the questions that I was asking
in 1968, when I wrote my first novel, was, is a woman a person or half a person? And the question still remains. And rather than deal with big, huge umbrellas of talking about countries and nations and Pan-Africanism and all this, it would be best if we studied the smaller units and then get to the bigger picture. I'm sad to say that there's very little progress that has been made on the personal level. Let me tell you something. When I hear an American say to me, or a British person say to me, Britain has been democratic the past 600 years, 400 years, 300 years, I usually say, no, that's not true. Why? It's not true because women in Britain did not have equality.